Salut tout le monde. Salut docteur Caillot. Salut, docteur Chloméus, et salutations à tous nos amis Facebook qui vont pouvoir se joindre à nous. On vous salue. Nous sommes ici aujourd'hui parce que plusieurs migrants se font déporter vers leur pays d'origine et ceci dans des conditions infrahumaines. Nous voyons la réaction de la Colombie, la réaction d'autres acteurs et c'est pas la première fois qu'il y a des déportations massives, mais on dirait aujourd'hui ça nous touche beaucoup plus qu'avant. Je ne sais pas ce que vous en pensez, docteur Caillot. Tout à fait, c'est un véritable drame humain et semble-t-il, selon les dernières nouvelles, c'est quelque chose qui se vit à l'aveugle, même des gens qui auraient leur citoyenneté en bonne et due forme, s'ils n'ont pas leur papier avec eux, le simple fait qu'ils auraient la mauvaise couleur de peau, ou bien qu'ils ne maîtriseraient pas la langue de Shakespeare, ils peuvent se faire embarquer. Ce n'est qu'après coup qu'on va se rendre compte que ces gens-là ne seraient pas des immigrants illégaux. Mais il y a d'autres gens qui sont dans cette catégorie qu'on appelle de précarité en lien avec l'immigration. Ben, ces gens, ils vont facilement se faire déporter et dans des conditions tellement dégradantes, déshumanisantes. Le Brésil tout récemment, donc on a lu dans la presse comment que le gouvernement brésilien réagit à la façon dont on menottait plusieurs ressortissants brésiliens, qu'on les mettait dans des avions militaires pour les ramener manu militari au Brésil. Donc le Brésil a réagi, la Colombie a réagi aussi, et nous savons que plusieurs de nos frères, de nos sœurs haïtiens vivent des tragédies pareilles et c'est Seigneur, donc quoi faire, comment prendre position, comment faire entendre raison à cette nouvelle administration. Alors, on est avec vous, on veut discuter de tout cela avec vous, on veut vous entendre. Donc, voilà, docteur Chloréus, quelles seraient les pistes de réflexion? Qu'on comprend à ce qui est en train de se vivre et deux, quelles seraient les conséquences sur les gens eux-mêmes qui sont les premières victimes pour leurs familles et pour les pays qui doivent accueillir ces déportés-là et aussi les conséquences pour l'économie américaine elle-même et nous de la diaspora, comment nous devons répondre à tout à cela. Alors, pour ma part, je pense que les conséquences sont nombreuses. Et premièrement, sur le plan psychologique, euh, il y a une détresse qui est en train de s'intensifier, une détresse d'envergure, quoi. Pourquoi? Parce que ces gens ont laissé leur pays, des fois ont vendu au rabais tout ce qu'ils avaient. Je prends notamment ceux qui sont venus grâce au plan Biden. Ils ont vendu leur maison, vendu leur voiture et des fois, euh, sachant qu'ils vont partir, d'autres sont venus même saisir leur voiture. D'autres ont habité leur maison, c'est-à-dire ils n'ont plus d'espace chez eux. Le chez-soi a été détruit parce qu'ils étaient dans un mode de fuite. Et maintenant, on leur demande de retourner. Tandis que plusieurs, j'ai vu des vidéos sur Facebook qui montrent que déjà, ils se positionnent dans la société américaine, ils envoient de l'argent chez eux. Ce sont ces personnes qui sont non seulement vulnérabilisées, mais qui n'auront pas le privilège d'occuper les leurs. Et dire que
tous les pays ont un plan pour rapatrier les leurs et la Colombie nous l'a montré. Bon, le Brésil est un pays émergent, mais nous prenons un pays comme Haïti, qui est doté de 7 présidents, c'est incroyable. La seule annonce, c'est qu'il prépare à Tabar une zone pour accueillir les migrants. Au lieu de faire silence, mais c'est comme l'humiliation continue. Comment un espace à Tabar peut accueillir plus de 200 000 personnes qui ont laissé à la faveur du plan de Biden le pays et qui se sont dit pour toujours. Donc c'est impensable. Alors, ce qui se passe maintenant, pour moi, n'a aucune commune mesure parce que ça va faire mal beaucoup plus que les déportations précédentes dont on ne sentait pas la pesanteur, étant donné que il y avait au moins un minimum pour accueillir ces gens. Au moins, les maisons étaient là. On a des populations déplacées, des bandits qui ont laissé certaines régions. Donc, pour moi, les gens sortiront de cette situation un peu fragilisée. Mais je fais le pari que d'ici 3 mois, si les États-Unis sont véritablement les États-Unis, c'est-à-dire un pays axé sur l'argent, ce mode opératoire ne peut pas continuer parce que c'est comme se tirer une balle dans le pied. Donc, c'est un peu ce jugement que j'ai jusqu'à présent. C'est pas ce que vous en pensez. Tout à fait. Moi, je crois que pour les premières semaines, c'est la panique à bord et avec des conséquences réelles. Et Donald Trump veut frapper l'imaginaire et les premières victimes, malheureusement, vont être prises en exemple. On va les exhiber pour que Donald Trump puisse communiquer à sa base ce message fort qu'il a respecté, cette promesse électorale de débarrasser les États-Unis des illégaux. Donc c'est très très clair, mais on apprend aussi que cette peur-là, parce que cette administration n'a aucune humanité et on dit que le mouvement ICE, donc c'est ainsi qu'ils ont appelé leur mouvement de persécution, alors nous disons persécution, leur chasse aux sorcières, donc on peut l'appeler de différentes façons, mais même le mot ICE, glace en lui-même, donc on voit cette froideur, on voit cette absence totale d'empathie, on voit cette dureté de cœur qui est là et ils disent qu'ils peuvent aller jusque dans les églises, dans les écoles pour aller arracher ce qu'ils appellent les immigrants illégaux des lieux où ils se trouveraient. Mais qu'est-ce que cela fait? Donc, il y a cette peur qui grandit, cette peur qui prend de plus en plus en place. Donc, il y a des gens qui ne vont plus vouloir aller travailler et maintenant, puisque le Dieu des Américains, même si les Américains disent que leur Dieu c'est Jésus-Christ, etc., mais nous sommes conscients que l'une des plus grandes valeurs pour une bonne écrasante majorité d'Américains, la valeur suprême, c'est leur dollar. C'est leur dollar. Donc, nous allons espérer que les chefs d'entreprise, lorsqu'ils vont commencer par se rendre en compte que cette main-d'œuvre-là qu'on exploitait, qu'on payait très peu, mais qui leur était quand même très, très utiles lorsqu'ils vont commencer à perdre cette main-d'œuvre parce que qu'on parle de la restauration, qu'on parle de l'agriculture, qu'on parle vraiment du secteur de l'hôtellerie pour le nettoyage, etc. Donc, plusieurs œuvres difficiles pour les Américains, je dirais, blancs, entre guillemets, ces jobs-là, ces tâches-là que certains Américains ne veulent pas faire, mais qui sont comblées
par des immigrants, eh bien, très, très vite, on va sentir eh bien, cette absence-là de cette main-d'œuvre qui se tuait à l'ouvrage pour prendre soin des leurs, évidemment, mais pour permettre à ces Américains de continuer vivre à ce niveau de vie ou et aussi cette qualité de vie qu'ils avaient en exploitant, en profitant de la précarité et de la vulnérabilité de ces gens. Donc, c'est sûr, c'est une question de temps, mais en attendant, pour pas mal de gens, ces 2 premières semaines sont très compliquées. Ces 2 premières semaines sont très difficiles. Si par un malheur, Donald Trump ne veut pas entendre raison et accepte que l'économie souffre un peu, bien que c'est un gros point d'interrogation, eh bien, le mal va continuer et nous devons bien nous préparer. Donc, quoi faire pour aider ces gens qui vont arriver de l'autre côté en Haïti? Nous avons un gouvernement totalement absent, nous avons des leaders malheureusement d'une incompétence criante et qui n'ont pas de cœur pour leurs concitoyens. Donc, nous de la société civile, qu'est-ce que l'on pourrait faire? Qu'est-ce que l'on pourrait faire? Et nous qui vivons en diaspora, qui ne nous retrouverions pas dans des contextes de précarité, donc qu'est-ce que nous pouvons en faire? Et c'est là que je veux faire appel à nos frères, nos sœurs des États-Unis aussi, et aussi, mais malheureusement, le Canada vit cette grande difficulté quant à sa relation avec les États-Unis. Le Canada a tous ses problèmes aussi. Donc, on ne peut pas compter sur un gouvernement canadien pour pouvoir s'inscrire dans cette démarche de faire entendre raison à Donald Trump. Mais nous savons qu'aux États-Unis, Donald Trump, il y a 2 grandes influences sur Donald Trump. Il y a les oligarques, donc ces multimilliardaires qui ont trouvé leur intérêt en Donald Trump et Donald Trump aussi trouve que c'est bien de s'acoquiner avec ces multimilliardaires, eh bien eux, ils peuvent parler très fort aux oreilles de Donald Trump. Deuxièmement, nous avons la droite religieuse américaine. La droite religieuse américaine, très influente et c'est une base électorale forte pour Donald Trump et il y a plusieurs leaders de cette droite religieuse américaine qui ont cette capacité aussi d'influencer Donald Trump. Alors c'est là que je veux faire appel maintenant à ces gens de la communauté haïtienne aux États-Unis qui sont du mouvement évangélique et le mouvement évangélique haïtien aux États-Unis ou de la diaspora américaine, ce mouvement est en étroite relation avec la droite religieuse américaine. Donc, comment nous pouvons profiter de cette relation-là pour pouvoir atteindre ou bien arriver jusqu'aux véritables influences sur Donald Trump et à faire de telle sorte qu'il entende raison. Donc, nous lançons en cela et nous vous disons, donc vous qui nous écoutez, que on n'a pas le choix, on doit faire ce que de droit, on doit jouer toutes nos cartes, on ne peut pas rester silencieux, cela nous fait mal, cela nous met dans tous nos états et c'est plus que douloureux, mais on ne va pas rester seulement dans l'émotion, il faut passer à l'action. Il faut passer à l'action et nous vous disons déjà que nous sommes en train de battre nos cartes et nous sommes en train de voir quelles sont les portes, vers quelles portes on doit frapper
parce qu'il faut faire quelque chose pour nos gens qui souffrent. Donc, le Brésil, bien organisé, bien structuré, a un gouvernement beaucoup plus efficace. La Colombie, de même, ce sont des États qui sont beaucoup mieux structurés de loin que le gouvernement haïtien. Eh bien, ils se tiennent debout pour défendre les leurs et nos pauvres frères et sœurs haïtiens, malheureusement encore une fois, sont abandonnés à eux-mêmes. Donc le cri de ralliement, pourtant nous avons tellement de gens, nous avons une grande diaspora, une forte diaspora aux États-Unis, une diaspora qui est très bien formée, académiquement parlant, une diaspora bien positionnée, qui sont dans plusieurs postes importants, soit au niveau municipal, au niveau des États et au niveau fédéral, etc. Une diaspora aussi qui est dans les universités, une diaspora qui est dans les hôpitaux, une diaspora quand même fort en nombre et en gens formés. Il est temps que cette diaspora s'organise. Cette diaspora s'organise et que cette diaspora arrive à faire valoir de façon réfléchie et efficace, eh bien, ses points de vue et à demander de façon claire et voir comment qu'elle va pouvoir obtenir ce qu'il faut pour faire cesser cette souffrance-là pour nos gens et au-delà de cela, voir comment qu'on pourrait avoir un impact durable sur ce qui se passe en Haïti pour que nos gens ne soient plus dans l'obligation de laisser leur pays pour aller chercher la vie sous d'autres cieux. Alors, il y a quelque chose de très intéressant que nous devons noter, c'est l'aspect cyclique, je dirais, de cette déportation. Pour votre gouverne, le premier Trump avait euh, déporté moins de personnes qu'Obama lui-même. Ce n'est pas une problématique des républicains, mais c'est dans le rapport même des États-Unis avec les petits pays à un moment donné de l'économie, c'est comment dire, ils choisissent de se débarrasser de ceux qui viennent chez eux. C'est-à-dire, ils ne sont même pas une statistique, c'est des marginaux qui, pour des raisons strictement économicistes, sont évincés. Donc, les démocrates pourraient nous faire autant. C'est pour cela que je dis aujourd'hui que le paradis doit être celui de la reconstruction. Il faut penser la reconstruction de chez soi et ceci va être difficile. Déjà, nous ne pouvons même pas organiser des élections crédibles pour nous inscrire dans un ordre démocratique. Comment, à ce moment, pouvons-nous pleinement parler comment de reconstruction? Alors, c'est ça le défi. Avec un État qui n'est pas reconstruit, maintenant nous avons des êtres humains qui sont intérieurement et extérieurement déconstruits, qu'il va falloir reconstruire. C'est pas seulement une problématique d'infrastructure, mais c'est aussi une problématique humaine, cette reconstruction. Il faut vraiment y penser parce que je pense que ces dernières années ont été douloureuses pour nous comme peuple. Kidnapping, violence urbaine, quoi d'autre, plein de choses, catastrophes naturelles, aliénation spirituelle, dirais-je. Il y a tellement de choses qui se conjuguent dans ce pays pour faire en sorte que nous autres, nous soyons toujours en arrière-plan, incapables de nous affirmer sur la scène nationale et internationale. Donc, il faut penser la reconstruction du pays. Je fais un clin d'œil à ce que le docteur Caillot vient de dire, cette droite religieuse qui instrumentalise le pouvoir en ce moment, elle devrait être interpellée puisque nous avons beaucoup de croyants en Haïti. Peut-être c'est le moment de profiter de cette droite religieuse, une droite religieuse entre parenthèses qui s'inscrit dans le mouvement de ce que j'appellerais le White Jesus.
Parce que je ne comprends pas que une droite religieuse ne s'inscrit pas dans une théologie de l'accueil. Comment ce Dieu dont on parle est-ce un Dieu vidé de sa substance originelle, ou du moins est-ce un Dieu qui est reconstruit pour répondre à leurs valeurs personnelles, leurs valeurs économiques d'abord, et les autres choses, il s'en passe. Je pense que nous sommes en pleine crise, que cette droite ait laissé que dans le pays même, il y ait possibilité que ces acteurs politiques rentrent dans les églises, c'est une première. Parce que ça n'a jamais, c'est jamais arrivé jusque-là. Rentrer dans les églises, rentrer dans les écoles, ce sont des lieux symboliques. Je pense qu'il y a un déclin sociétal, un déclin institutionnel qu'il faut quand même adresser parce que ça va très fort. Ce qui se passe là, c'est impensable et nous devons travailler pour que chez nous, nous puissions construire quelque chose. Ils ne veulent pas que nous allions chez eux, que nous vivions chez eux, fine. Mais laissez-nous au moins prendre notre destinée en main. Laissez-nous articuler nos relations avec les partenaires que nous voulons, parce que ce n'est plus normal. Laissez-nous avoir la vie que nous souhaitons. Pendant que vous déportez les gens, nous autres, nous pourrions choisir de développer des relations avec des pays que vous n'aimez pas trop. Donc, je pense qu'il faut aller jusque-là parce que s'ils ont intérêt à maintenir Haïti dans ce qu'Haïti vit, ils ne devraient pas avoir intérêt en même temps euh, à déporter les Haïtiens chez eux. Remarquez bien, les mouvements que nous avons faits dans le temps, n'était-ce pas le plan Biden, aurait eu un écho beaucoup plus favorable. Quand Biden a donné son plan, nous avons vu que nos manifestations, en termes de nombre, ne représentaient plus ce qu'elles étaient. Donc, autrement dit, le plan Biden a généré l'espoir et l'espoir étant généré, les gens ont cessé de se mobiliser. Maintenant, il faut que nous agissions autrement pour que nous puissions avoir les gens remobilisés encore. Parce que ce qui m'inquiète maintenant, c'est que rien n'arrête Trump. Rien n'arrête Trump dans cette perspective de déportation. Pourquoi ces Haïtiens qui voient déporter les leurs, qui ont les bons papiers, ne prennent pas la rue? Pourquoi il ne bloque pas certaines rues? Pourquoi le monsieur peut faire tout ce qu'il veut? Parce que c'est des êtres humains qui sont en danger. Vous pensez que les Palestiniens laisseraient les gens leur déporter comme ça? Vous pensez que d'autres peuples laisseraient la situation comme ça? Donc, c'est les peuples du Sud, des soumis à vie. Malheureusement, c'est ainsi que je qualifie la situation parce que les leurs sont là. Ils devraient prendre la rue. Ils devraient s'engager à se mobiliser. Où sont ces organismes crédibles de la communauté? Pourquoi ils ne bloquent pas certaines routes? Ouais, ouais. Parce que les pays ne peuvent pas répondre. Les pays n'ont pas le rapport de force. Regarde comment la Colombie a plié. Donc, c'est la diaspora qui doit jouer son rôle maintenant. Parce que s'ils bloquent les rues et ils ont les bons papiers, on ne peut rien leur faire. Exactement, pasteur Chloméus. Donc, c'est la diaspora qui doit jouer son rôle. Et là, nous ne demandons pas aux gens à situation précaire de prendre la rue, mais aux États-Unis, donc les gens qui sont des citoyens en bonne et due forme, qui ont leur passeport en main, en règle, les immigrants reçus en règle, eh bien, ces gens devraient s'organiser et faire entendre fortement leur voix. Et c'est très, 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 très important de faire cela. Et je suis persuadé, il suffit qu'une communauté s'organise et commence à prendre dans cette direction, eh bien, d'autres D'autres communautés communautés vont se joindre. vont se joindre à ces gens qui veulent prendre un lead. Donc, nous disons, les gens qui ont leur papier en bonne et due forme, qui ne vivent pas de précarité sur le plan de l'immigration, c'est le moment pour vous de vous tenir debout et de poser des gestes d'humanité, de poser des gestes de solidarité. Et c'est très, 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 très important. Et malheureusement, cela doit se passer aux États-Unis. Aux États-Unis, on aurait bien aimé, donc on peut, après que les diasporas
aux États-Unis se seraient tenus debout, eh bien, d'autres en diaspora dans le monde entier pourraient, ne serait-ce que symboliquement, manifester leur solidarité à tout cela. Donc, c'est très, très important. Nous disons, les gens qui ont leur papier en bonne et due forme, c'est important que les organisations commencent à se mobiliser, à se structurer pour donner une réponse claire. Et deuxièmement, les évangéliques. Les évangéliques, c'est important de commencer à bien voir quels sont les canaux de communication et à commencer à mettre dans cette boîte évangélique en face de ses propres contradictions. Donc, nous prêchons un message d'amour, de compassion, de dignité, de fraternité. Eh bien, mais nous autres, en diaspora, qui faisons partie de cette grande mouvance évangélique aux États-Unis, il est important que nous interpellions nos vis-à-vis donc américains blancs pour leur dire, écoutez, si nous faisons partie de cette grande famille évangélique, eh bien, il est cardinal que la famille se soutienne. La famille se soutienne et on ne peut pas accepter que Donald Trump envoie des gens dans les églises, dans les écoles et cette chasse aux sorcières-là, nous n'en pouvons plus. Donc, nous disons deux choses. Les gens qui ont leur papier en bonne et due forme, c'est le temps de commencer à s'organiser pour donner une réponse visible, claire. Et puis, deuxièmement, la droite religieuse. Donc, on connaît son influence sur Donald Trump et comment utiliser les gens clés pour pouvoir faire entendre raison à Donald Trump. Alors, comme nous disions, docteur Caillot, je pense que nous sommes à un moment historique et pour la diaspora haïtienne, le moment de s'affirmer, le moment de se prendre en main, le moment aussi de tester son potentiel, son énergie, parce que souvent on reproche à la diaspora de ne pas être organisée, de ne pas être capable de mobiliser sa base. Maintenant, il y a un cri de cœur, il y a un cri de cœur et s'il y a un consensus jamais trouvé dans notre communauté, s'il y a quelque chose qui nous unit plus que jamais, c'est que c'est une déception la manière dont les nôtres sont traités. Parce que leur venue aux États-Unis représente, ne serait-ce que sur un court terme, une sorte de soulagement, savoir que maintenant ils peuvent s'organiser. Si notre diaspora ne fait rien, ce sera non seulement un message pour les autres pays de continuer déporter parce que à cause de Trump, plusieurs pays vont faire une sorte de suivisme. Je regardais ce matin la France qui disait mais Trump a fait en 2 heures ce que la France n'a pas pu faire en 20 ans. C'est-à-dire, il regarde comment ça se passe, il regarde est-ce qu'il y a des conflits, il regarde est-ce qu'il y a des démarches responsives, mais si rien ne se fait, alors nous légitimons d'autres grandes puissances à agir dans le sens des orientations de Trump. Nous devons, de manière pacifique, nous réunir et contester, prendre la rue et dire que ce qui se passe, nous n'en sommes pas d'accord et occuper des artères principales. Il faut que les gens sachent qu'on nous fait du tort, on nous fait du mal. Donc nous avons mal à notre pays, nous avons mal, comment dirais-je, à cause de ce que les États-Unis font à des migrants. Regardez bien, c'est sans dignité qui sont traités. Même les animaux ne sont pas, comment dirais-je, regroupés comme l'administration Trump est en train de le faire. Donc c'est une question de dignité et n'oubliez pas, je le dis souvent, on nous regarde dans ces pays en fonction de nos pays d'origine. Je suis sûr qu'on ne ferait jamais ça avec des Chinois illégaux. Jamais. On ne ferait jamais ça des Européens illégaux. Jamais. On nous regarde en fonction de d'où nous sortons. Et on sait déjà que, puisque nous sortons de l'Amérique latine, des Caraïbes, nous acceptons
tout. Il est temps de changer le paradigme. Ceux qui ont des papiers, vous devez exercer librement vos droits civils, vos droits politiques. Remarquez bien, ceux qui ont pris d'assaut la capitale, ils ont été graciés. Donc, nous sommes devant un gouvernement qui ne respecte pas les institutions. Si vous ne faites rien, vous allez être détruit tout simplement. Donc, Vous allez être détruit. docteur Clovis, c'est important que les gens doivent dire non à l'inacceptable. Les gens doivent dire non à l'inacceptable. Il est important. Donc, si c'est la communauté haïtienne qui doit commencer à prendre la rue aux États-Unis et à donner lead, eh bien que cette communauté le fasse. Nous disons les gens qui ont leur papier en bonne et due forme, de grâce. De grâce, organisez-vous, commencez par prendre la rue. Et c'est ce qui... Alors, moi, ça me fait tellement mal dans le cœur si je vivais aux États-Unis, donc déjà, avec d'autres leaders, on aurait créé un mouvement pour dire non à l'inacceptable. C'est important de se tenir debout, non à l'inacceptable. Vous êtes citoyen américain, vous êtes résident permanent, Donald Trump ne peut rien contre vous à court et moyen terme. Je ne dis pas à long terme, mais à court et moyen terme. Donc, il est essentiel. Nous vous le demandons, s'il vous plaît, vous qui vivez aux États-Unis, permettez que je le dise en créole, ou même qu'à vivre aux États-Unis, qui a bon papier ou non main, l'important pour capable camper pour dire non à l'inacceptable. Donc, c'est cardinal que vous vous teniez debout pour envoyer un message clair. Et je suis persuadé que d'autres communautés vont en suivre le mouvement et ce leadership-là. Nous ne pouvons accepter cela. Et ce ne sera pas seulement des conséquences économiques, mais nous devons, une bonne partie des Américains, je ne puis dire que le peuple américain, c'est un peuple sans cœur. Je ne puis dire cela. Certainement, il y a, c'est comme Martin Luther King, lorsqu'il menait ses grandes manifestations, lorsqu'il prenait position, eh bien, il y avait des gens de tout arrière-plan qui disaient, enfin, mais non, c'est non. Même s'il peut être question d'une majorité avec le cœur dur, qui ferait preuve de racisme, mais il y a un bon nombre de gens aux États-Unis, je suis persuadé, ces gens, ils respectent la dignité de l'humain. Si nous nous tenons debout, s'il y a des gens qui ont le courage de prendre le lead, cela donnerait certainement du résultat. Et Pasteur Clovis, merci de le dire, parce que si les gens qui sont des diasporas haïtiennes ou hispanophones ou que sais-je, aux États-Unis, si ça ne se lève pas debout et laisse Trump faire, les autres puissances vont tirer le son de tout cela, vont prendre un exemple sur Donald Trump et cette persécution de l'immigrant, cette persécution de l'étranger, eh bien, va s'universaliser, va se mondialiser. Et il faut qu'on fasse très attention. Et ce qu'on oublie, quand le souffre, eh bien, c'est nous tous qui souffrons. Donc, lorsqu'on arrive à vulnérabiliser un élément de la grande chaîne, eh bien, c'est la chaîne qui se brise. Donc, encore une fois, je vous le demande, nous mandons ça, ou même qui aux États-Unis, papier en bonne et due forme, campez. Vous qui êtes aux États-Unis et vous êtes en règle avec l'immigration, et vous êtes en règle quant à la jouissance de vos droits,
tenez-vous debout pour défendre les autres. Et le mouvement évangélique, vous êtes interpellé. Vous êtes interpellé. Vous êtes à un carrefour important, et que l'on puisse utiliser cette influence à bon escient. Et il faut dire en même temps, docteur Caillot, qu'actuellement, en plusieurs églises monoethniques, haïtiennes, hispaniques, les églises de l'Amérique latine installées aux États-Unis, euh, dimanche ont eu leur culte avec une salle, je dirais, clairsemée. Um, ils reçoivent les coups de façon très directe. C'est le moment pour eux de réagir. Parce que nous ne pouvons pas dire aux gens seulement que nous les amenons au ciel. Ça ne tient pas la route. Il faut que nous tenions debout pour eux une belle façon de prêcher l'évangile. Et cette façon de prêcher l'évangile, la droite religieuse la comprendrait. Parce que qu'est-ce qui se passe en même temps? Nous savons que nous arrivons à l'ère de la robotisation et surtout l'intelligence artificielle accélère tout. Ils n'ont pas besoin de nouveaux, ils n'ont pas besoin d'immigrants. Les migrants, ça ne les intéresse plus parce que Selon les leur logique robots à sont moyen et long appelés, terme. Mhm. oui, les robots sont appelés à les remplacer. Donc, il y a un mouvement qui est en train d'être testé. Si jamais nous nous laissons expulser si facilement, à l'avenir, nous le paierons durablement. Parce que pendant qu'ils préparent chez eux, ça ne veut pas dire qu'ils préparent chez nous. Et la plupart des économies de l'Amérique latine sont des économies de dépendance, dans la mesure où ce sont les fonds qui sont des États-Unis qui permettent à ces pays d'échapper à l'extrême précarité. Donc, c'est une réflexion qu'il faut faire. Au lieu de se laisser évincer tout simplement, nous devons comprendre qu'en étant évincé, notre pays recule encore peut-être de 50 ans, de 100 ans, même de siècles. Et pourquoi? Parce qu'il y a un monsieur qui ne nous aime pas et qui ne nous aimera jamais, et qui n'a pas à nous aimer non plus. Mais ce que je veux que vous compreniez, c'est que nous devons nous donner tous les moyens de réaction, utiliser toutes les plateformes, tous les contacts que nous pouvons avoir pour mettre fin à cette campagne de déshumanisation. C'est pas normal ce que nous sommes en train de voir à la télévision, sur les réseaux sociaux. Et justement, à chaque fois qu'il y a un exemple négatif, nous voyons que les médias américains, comment dirais-je, promotent tout simplement ces images pour que nous comprenions ce qui se passe. Donc, qui nous parle de l'hypersensibilité de ces migrants pour que les Américains aient un devoir de compassion envers eux. Personne n'en parle. Donc, nous sommes livrés à nous-mêmes. Donc, la diaspora américaine, si vous vous levez, la diaspora haïtienne aux États-Unis, si vous vous levez, nous aussi, nous nous lèverons. Si vous donnez le mot d'ordre et que vous êtes sérieux, nous aussi, nous allons nous mettre après vous pour parler, pour dire non, c'est non. Parce que là, on a commencé avec ceux qui sont aux États-Unis, parce que je vous dis, ça s'inscrit dans un plan. Et après, qu'est-ce qui va se passer? C'est encore la droite qui est ici. On risque de chasser les Haïtiens encore parce que nous sommes dans une époque où on parle de récession économique. Officiellement, les gouvernements n'adoptent pas le langage étant donné le coût politique de ce registre de discours. Mais maintenant, nous savons qu'il y a une récession qui se prépare. Ils disent qu'ils veulent réduire la taille de l'État faille. Mais c'est la récession, c'est le langage de la récession. Ça ne va pas. Alors, quand ça ne va pas, on veut chasser surtout les migrants d'abord, ceux qui ont permis à l'économie de marquer des points. Nous ne pouvons pas accepter cela. Nous ne sommes pas dupes, nous comprenons le jeu et nous ne voulons pas être juste des éléments dans la chaîne économique. Nous voulons être aussi considérés comme des humains. Et c'est pourquoi ceux qui sont aux États-Unis, vous devez réagir. Stopper l'hémorragie, parce que si vous ne le faites pas à l'échelle mondiale, d'autres acteurs vont décider de s'en prendre à leurs migrants. Parce que ce que les États-Unis font,
ont un écho, ont une résonance dans le reste du monde. C'est une grande démocratie, donc leurs actions ont toujours une portée en matière d'exemple de ce qu'il faut faire, de ce qu'il ne faut pas faire. Alors, c'est important de comprendre les enjeux et de se mettre au pas pour changer la donne. Donc, merci, docteur Chlorméus. Je pense que c'est très, très clair. Les gens, si on veut récapituler, les gens doivent se tenir debout pour dire non à l'inacceptable. Il faut le dire haut et fort. Quels sont les gens qui peuvent se tenir debout et faire cela? Ben, ce sont les gens de la diaspora qui ont leur citoyenneté aux États-Unis, qui sont des résidents permanents en bonne et due forme, mais ces gens peuvent se tenir debout ensemble, qui se mobilisent, que les organisations se mettent ensemble, se structurent et qu'on envoie un message clair, disons non à l'inacceptable, disons non à l'inacceptable. Deuxièmement, les membres de la communauté évangélique, c'est-à-dire de la grande mouvance évangélique, donc les gens des églises haïtiennes évangéliques doivent pour le moment être en discussion forte et étroite avec les grands leaders du mouvement de la droite religieuse aux États-Unis, influence majeure sur Donald Trump, pour faire entendre raison à ce monsieur qui se prend pour Dieu. Donc, c'est très, 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 très important. Donc, le message est clair. Et troisièmement, c'est important que la diaspora commence à s'organiser, à mieux s'organiser en guise de réponse aux douleurs et aux affronts qu'on ferait vivre à leurs membres plus fragiles, mais aussi à penser à ce qui pourrait être fait, à ce qui doit être fait pour améliorer la vie dans les pays d'origine. C'est très, 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 très important. Nous croyons qu'à ce carrefour de douleur, qu'à ce carrefour de souffrance, bien, notre compréhension de l'humain est testée. Est-ce que nous croyons à la dignité? Eh bien, tout cela est testé. C'est à ce carrefour-là que l'on va se rendre compte. Est-ce que notre amour de l'humain s'inscrivait seulement dans une logique d'émotion ou bien on peut aimer l'humain en action? Donc, faisons preuve de beaucoup d'attention, ouvrons les yeux pour prendre la mesure de cette grande en souffrance. Deuxièmement, on doit être bien intentionné, c'est-à-dire être au clair là dans l'intentionnalité de nos gestes. On sait exactement qu'est-ce que l'on veut faire, quelles sont les cibles en visée, où est-ce qu'on veut aller avec tout cela. Donc cette démarche-là qui émane de ce cœur pour l'humain et mettons-nous debout pour l'humain. Et toi, soyons dans l'action. Soyons dans l'action. Commençons à nous dire, eh bien, pour les prochaines semaines, quelles sont les actions clés qui vont être imposées. Donc, attention, donc faire preuve d'attention, soyons dans l'intention et puis inscrivons-nous dans l'action. Inscrivons-nous dans l'action. Donc, c'est très, 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 très important. Ces gens ont besoin de nous. Ces amis qui souffrent, qui sont cachés maintenant. Seigneur, si vous saviez combien de pères de famille, combien de mères de famille, combien de jeunes enfants qui vivent dans la panique maintenant, qui sont dans cette inquiétude profonde maintenant, qui peut se tenir debout pour eux? Eh bien, c'est vous, c'est moi qui peut faire une différence réelle, concrète dans leur ciel. C'est vous et c'est moi. Et si nous commençons à bloquer pas mal de rues aux États-Unis, eh bien, le message va être envoyé qu'il y a tout un pan de la population qui dit non à l'inacceptable. Tout un pan de la population qui dit non à l'inacceptable. Et d'autres Américains viendront se joindre
à nous. Les États-Unis, les gens qui sont aux États-Unis de la diaspora, please stand up. Stand up. Donc, stand up for your right. Stand up. Et comme ce grand chanteur le disait, don't give up the fight. Donc, n'abandonnez pas. Tenez-vous debout. Tenez-vous debout. C'est une question de droits humains. Nous ne pouvons accepter que l'on traite ainsi, même des animaux ne peuvent être ainsi traités. Et voilà que ces conditions infrahumaines sont infligées à des gens pour l'écrasante majorité qui sont des gens de bien, qui sont des pères de famille, des mères de famille qui ne veulent que prendre en soin des leurs. Donc, please, on vous en conjure, faisons ce que de droit pour une différence dans la dignité. Faisons ce que de droit pour une différence dans la dignité. C'est important pour nous de mentionner le fait que tous les pays qui n'ont pas su réagir à Trump verront leurs citoyens expulsés plus rapidement que les autres. Là où il n'y a eu pas de confrontation, il va y avoir une discrimination. Là où c'est plus facile pour eux, parce que pour Trump, c'est une question de statistique. Éliminer le plus grand nombre, faire comme personne n'avait fait auparavant. Et il a les coups des franches, il va mettre tout son poids dans la balance pour respecter cette promesse électorale, peu importe le coût économique. Cependant, il y a un coût social dont il ne peut pas se débarrasser, donc, comment dirais-je, il ne pourra pas s'en dédouaner facilement si jamais nous mettons notre poids dans la balance, nous autres, comme communauté diasporique, s'entendre avec d'autres communautés et sortir en masse. Il y a d'autres stratégies. Il y a beaucoup d'entre nous, nous travaillons dans la santé. Donc, s'il y a comment dirais-je, une façon de concerter ensemble pour dire à telle heure, nous ne travaillons pas. Il faut que notre poids dans l'économie américaine se fasse sentir. Nous ne pouvons pas nous laisser éliminer. Pacifique, oui, mais capable de combattre lorsqu'il s'agit de nos intérêts et surtout de notre dignité. J'ai regardé l'actrice Selena Gomez qui avait fait un post sur ce qui arrive à ces Mexicains brutalement séparés de leurs enfants. Des enfants ne sont pas avec leurs parents. Imaginez-vous, des enfants de tout âge qui sont mis dans des cases et l'administration Trump l'avait déjà fait auparavant. C'est pas un problème pour eux. Si nous ne réagissons pas, ça va être pire parce que c'est des gars expérimentés et qui, en venant au pouvoir, ont un profil de revanchard. Ce qu'ils n'avaient pas achevé, ils vont l'achever une fois pour toutes parce qu'ils croient qu'ils sont les seigneurs du monde. D'ailleurs, la manière dont on parle, c'est pas seulement le président des États-Unis, mais c'est quelqu'un qui dirige le monde. On voit sa manière de parler à Danemark, on voit sa manière de parler à d'autres acteurs politiques. Il faut que nous, au moins que si jamais nous devons mourir, nous mourions debout. Oui, c'est exactement cela. Et nous voulons le dire, si nous ne nous tenons pas debout, si nous ne nous organisons pas pour dire fortement non, nous allons normaliser l'inacceptable. Nous allons normaliser l'inacceptable. Donc, on va envoyer un message à Donald Trump que ce n'est pas grave. Donc, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez humilier comme vous voulez. Vous pouvez écraser comme vous voulez. Vous pouvez vous bafouer de la dignité des gens comme vous voulez. Donc, c'est pas de nos affaires. Donc, je veux vous le dire, si on ne se tient pas debout, donc, premièrement, les communautés diasporiques
aux États-Unis. Donc, la communauté haïtienne, donc c'est très, très important. Faut commencer quelque part. Faut commencer quelque part. Il faut se tenir debout contre l'inacceptable. Il faut dire non à l'inacceptable. Et nous vous le répétons, si une communauté décide de faire le premier pas, d'autres communautés vont se joindre à elle et aussi je suis persuadé qu'il y a un bon nombre d'Américains de bon cœur qui n'acceptent pas cette situation et qui pourraient se joindre à nous dans cette grande bataille, Donc tenons-nous debout pour l'humain, tenons-nous debout pour la dignité de l'humain à ce carrefour de souffrance innommable. Donc, c'est un test clé de notre vision de l'humain, de notre compréhension de la dignité. Alors, ce que j'aimerais dire à notre diaspora haïtienne localisée aux États-Unis, c'est triste ce qui se passe, mais Trump est en train de créer des précédents qui vont informer la relation de la police avec notre communauté. Donc, quand c'est facile de prendre un petit noir, de l'embarquer comme si de rien n'était, de faire du profilage, peut-être parce que ce petit noir n'a pas de papier, eh bien, on va le faire plus tard avec ceux qui ont des papiers. Parce qu'il faut un commencement à tout. La manière, le modus operandi va nous stigmatiser. Et déjà, il y a une stigmatisation de la société américaine. Parce que c'est sur la base de la couleur de la peau qu'ils opèrent, sur la base des caractéristiques, je dirais, ethniques. Comment tu parais, comment ta tête est faite, c'est quoi ta couleur, etc. Donc, je pense que nous devons nous lever rapidement parce que nous allons donner l'image que nous ne pouvons pas défendre les nôtres. Imaginez-vous qu'on s'en prendrait à un citoyen américain pour faire un seul mal de cette nature-là. Vous verriez que toute la société américaine se mobiliserait pour dire non, nous sommes des Américains. Écoutez, et moi je pense que plus que jamais, nous devons montrer notre verticalité, faire en sorte que ce qui se passe s'arrête. Si nous bloquons les artères, si nous nous concertons dans certains endroits spéciaux pour ne pas venir travailler ou bien pour observer des pauses, que ce soit symbolique. Donc, nous sommes en train d'envoyer un message. Maintenant, nous avons les réseaux sociaux aussi. Si tous les Haïtiens sur les réseaux sociaux postent les conséquences dramatiques de ce qui se passe là, non pas pour faire peur. Et s'ils disent que nous voulons une mobilisation, nous avons un point de rencontre, il va y avoir un mouvement. Parce que je pense que c'est historique ce qui se passe. C'est l'occasion plus que jamais pour nous autres de nous unir pour forcer la main à l'administration Trump. Et le jour où nous le forçons la main pour une petite chose, nous verrons que pour de plus grandes choses encore, nous pouvons faire en sorte que leur main soit forcée parce que c'est une question de dignité. C'est une question d'humanité. Nous ne pouvons pas accepter la manière dont ces opérations se passent parce que ça va à l'encontre de l'humain. Donc, c'est un peu ce que j'aimerais dire. Si vous ne faites rien, plus tard, ce sera forcément vous. De toute façon, les robots se préparent à vous remplacer. Ne faites rien et vous allez voir ce qui va se passer. Ne dites rien, comportez-vous comme des soumis et vous allez voir les conséquences dramatiques de votre passivité. Mais si vous faites quelque chose, ils réfléchiront deux fois avant même de penser, je dis bien, à vous attaquer, voire à vous attaquer. Donc, c'est le moment d'agir et de réagir. Euh, tous les pays se sont concertés pour voir comment se comporter à l'égard de l'administration Trump. Mais je pense que nous autres diaspora, et surtout la diaspora haïtienne, nous pensons que le pays va penser pour nous. Ce ne sont pas les pays qui vont penser pour nous. Ils n'ont pas de diplomatie dans ces pays-là. Donc, quand il n'y a pas de diplomatie, il n'y a pas de politique extérieure véritable pour arbitrer les relations avec ces pays qui nous tordent la main. Par contre, si jamais
nos diasporas se lèvent, ils représenteront des interlocuteurs plus directs, plus avisés et plus crédibles que nos propres pays qui mangent, je dirais, la manne financière, ce qu'on appelle l'aide internationale, qui retourne encore vers ces pays. Donc, Peut-être, diaspora. oui, oui, termine ta phrase, pasteur, oui. J'allais dire, donc, diaspora haïtienne, diaspora latino, mobilisez-vous. C'est vous qui représentez vos pays d'origine. Et c'est très, très important, pasteur, qu'on le fasse. Nous le répétons encore à nos gens. Donald Trump veut reconfigurer les principes de base de la démocratie américaine pour asseoir sa propre vision, une vision anti-immigrante, une vision très xénophobe, une vision très raciste. Vous n'avez aucune idée de ce que cet homme pourrait faire. Et je le répète, on n'aurait pas cru qu'il aurait vraiment concrétisé cette promesse loufoque de questionner, de rejeter et de ne pas accepter le droit du sol. C'est-à-dire quelqu'un qui prend naissance aux États-Unis. Figurez-vous, si Donald Trump arrive à avoir une main mise totale sur à la Cour suprême, alors qu'il a le contrôle des deux chambres, vous ne saviez pas quels acquis que vous avez déjà qui peuvent être transformés. C'est le temps de nous lever et de nous battre pendant qu'il y a encore quelques lois qui sont là et qui protègent ces acquis, parce que ces lois, ils n'arrivent pas encore à les changer, c'est le bon temps de se tenir debout et de faire en sorte que cet homme réfléchisse deux fois et qu'il sache il y a une opposition qui va s'inscrire dans la verticalité et qui va dire non. Cette opposition, c'est pas seulement les politiciens, mais cette opposition doit provenir, doit émaner de la société civile. Et c'est très, 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 très important. Nous le répétons. Et la diaspora haïtienne aux États-Unis, les communautés diasporiques d'arrière-plan confondues, donc cet appel leur est lancé. Et même aussi au Canada, en France, dans d'autres pays, devant les ambassades américaines, nous pouvons aussi penser à commencer à envoyer nos messages en nous réunissant devant ces ambassades pour dire non, non à ces conditions inhumaines, non, non à l'inacceptable. Mais cela doit commencer par les diasporas des États-Unis et d'autres pays. Donc, nous qui vivons dans d'autres pays, nous allons pouvoir joindre aussi nos efforts, conjuguer tout ce que nous avons dans cette belle synergie pour dire non à l'inacceptable. Donc, nous récapitulons pour vous, c'est nécessaire de se tenir debout pour dire non à l'inacceptable. Donc, il y a des gestes qui peuvent être posés et qui vont parler fort. Donc, aussi, la droite évangélique, organisez-vous. C'est très, très important. Troisièmement, pensons à nos pays d'origine. Commençons à mettre en place ce qu'il faut pour aider nos pays d'origine. Nous avons trop de ressources en termes de compétences professionnelles, en termes de compétences académiques, en termes de compétences aussi financières. Voyons comment que nous pouvons avoir des impacts réels et directs sur nos pays d'origine. Merci. Alors, docteur Caillot, nous devons passer au mot de la fin. Et pendant que vous parliez, je me demandais, mais où sont les Wyclef Jean de ce monde? Où sont les autres acteurs? Parce que s'ils se mettent devant, le mouvement sera respectable. Il faut un mouvement.
il faut que quelqu'un prenne le leadership de ce mouvement aux États-Unis. Yes. Où sont les figures haïtiennes qui font autorité dans l'espace public? Il faut qu'ils soient dans la rue parce que on se débarrasse de nous comme on se débarrasse des chiens. Et même, je dirais, les chiens ont une dignité ici, dans ce pays-là. Il y a toute une réglementation à respecter. Comme on Mais se nous lave bien autres, chaussettes sales. ben justement, euh, et les chaussettes sales ont une destination. Souvent, c'est pour aller dans des endroits où elles seront lavées. Mais moi, je ne comprends pas. Nous sommes des ordures, des balayures de la société américaine. Mais pendant qu'il y avait la pandémie, nous étions relativement bien accueillis. C'est comme nous étions des sauveurs pour ces sociétés. Maintenant, c'est fini de nous utiliser. Maintenant, ça se passe très mal, nos rapports avec eux. Et c'est pas des rapports de collègues, de vis-à-vis, mais c'est des rapports où nous sommes vus comme des êtres inférieurs, des sous-hommes. Donc, ces acteurs respectables d'origine haïtienne doivent se lever pour dire non. Il ne suffit pas de se complaindre, de pleurer avec nous, parce que vous avez les moyens de faire valoir vos revendications sur la place publique. Et ça ferait beaucoup de mal à M. Chong. Je pense qu'on est rendu là et nous souhaitons qu'il y ait une synergie entre les différents acteurs et que nous arrivions à coucher quelque chose. Et il y a urgence à la demeure pour que ça change rapidement. Sinon, ce monsieur, rien ne l'arrêtera. Absolument rien. Donc, merci pasteur et merci à tous nos amis et aussi nous savons que vous allez partager ce live. On avait pas fait d'annonce, mais quand même on avait cru, donc on a cru bon que c'était important de prendre position et non à l'inacceptable, non à l'inacceptable. Les leaders d'opinion, les influenceurs, ceux qui ont leur résidence permanente, leur citoyenneté, à ceux qui vont dans les églises évangéliques, etc. Donc, c'est le temps de faire une différence pour l'humain, non à l'inacceptable. Et comme ils disent en créole, pita pitriste. Donc, si nous ne faisons rien, les choses ne vont que s'empirer et on va envoyer un message de normalisation de cette souffrance et de ces traitements inhumains. Mais si nous nous tenons debout et nous envoyons un message fort et clair à cette administration, n'aura pas d'autre choix, tôt ou tard, que de reculer. Donc, merci, bonjour. Donc, n'hésitez pas de partager vos idées avec nous et n'hésitez pas de communiquer avec nous et avec plaisir, on fera un suivi. Merci beaucoup. Au revoir tout le monde. Au revoir.